Bonjour à tous, dernière de la saison pour AGN. Je dois avouer que j'ai quand même pas si mal tenu le rythme. J'ai fait une vidéo toutes les semaines depuis le 1er décembre, je crois, et ça fait un mois où j'ai repris une activité le jour. Je suis plus vraiment au chômage, et j'avoue que ouais, ça tire un peu sur la corde. Donc, vu que je vais avoir des trucs à faire cet été pour des projets à rendre, notamment pour le mémoire, en vue de finaliser ces 6 longues années que j'ai fait au CNAM, sachant que pour votre gouverne, si vous ne le savez pas, le CNAM est en train d'être fermé plus ou moins dans toutes les régions. Donc en gros, c'est un truc à Paris. Il y a un CNAM par région et le gouvernement, dans son infinie intelligence, a décidé de couper les vivres aux régions. Les régions ont décidé de couper toutes les subventions pour la formation continue, ce qui inclut le CNAM, ce qui inclut l'AFPA, ce qui est assez violent. Et je crois, alors je dis peut-être des bêtises, que aussi auparavant, le CNAM avait un certain vivier avec les alternances qui leur ont été retirées par le gouvernement pour le recentraliser. Et que donc ça crée aujourd'hui des magouilles pas possibles au niveau des alternances, parce que c'est l'argent public qui finance ça, et pendant ce temps-là, les formations continuent, ça crève un peu la gueule ouverte. Et donc avant, il y avait un pôle par grande ville de région. Et pour la Normandie, le Pays de Loire et pour la Bretagne, je peux vous dire qu'il n'y en a plus qu'un qui se situe dans un seul endroit, donc c'est un peu rock'n'roll. Enfin bon, j'ai la chance, j'ai passé tête entre les gouttes. Mais tout ça pour dire que ouais, je suis un peu crevé. J'avoue que mentalement, ça a été un peu compliqué ces dernières semaines. Donc je m'accroche, je fais un peu ce que je peux. Mais disons que des fois, avoir joué un personnage haute humanité sans avoir les disciplines qui vont avec, c'est un peu compliqué. Donc en tout cas, on finit la saison. Donc je vais arrêter là pour cet été. Je vais reprendre en septembre. Cet été, il y aura une série que j'ai quasiment finie là, qui s'appelle Un été avec Beckett, donc pour parodier un peu les cycles estivaux de France Inter, où je vais prendre le livre qui m'a été brillamment prêté par un des auditeurs, notamment, ainsi que le livre que vous voyez aujourd'hui, donc le Chaos Factor, qui est un livre qui correspond à une synthèse du métaplot de Vampire la Mascarade, donc la V1, la V2, la Revised, ainsi qu'un teasing sur la fameuse V5, et évidemment c'est de la V20. Donc en gros c'est le dernier bouquin de V20 qui est sorti, qui est une espèce de mini bouquin de 500 pages qui récapépète le métaplot tout en essayant de donner des pistes pour jouer un peu des choses pour vos joueurs, et ce qui est une très bonne idée. C'est-à-dire que le problème du métaplot, c'est qu'en général ça concerne des personnages extrêmement puissants, et quand vous jouez des nouveau-nés à Vampire, vous regardez passer le train. Et là, avec le journal de Beckett, il y a au moins la sensation que les auteurs se sont un peu cassés les fesses à donner des pistes pour essayer que vos joueurs puissent s'intéresser à un événement spécifique du métaplot. Et ça va de tout n'importe quoi, ça va de Chicago by Night évidemment, mais ça peut aller aussi sur qu'est-ce qui est arrivé, enfin, où en sont les Giovanni, qu'est-ce qui se passe à Mexico, on va en reparler, et des choses qui vont très très loin. Donc évidemment, cette série de vidéos, si ce que vous aimez, c'est de suivre au fur et à mesure cette série sur l'évolution du métaplot et voir comment ça change au travers des éditions, au travers des auteurs, c'est peut-être pas une bonne idée de la regarder. Parce que elle n'est pas chronologique, et surtout la série de vidéos ça va spoiler tout. Donc ça veut dire que moi à chaque fois je vais vous parler brièvement du contenu parce que euh, c'est diégétique, donc c'est l'écriture à la place d'un personnage qui s'appelle Beckett, qui est assez connu dans Vampire la Mascarade parmi les personnages. Mais à chaque fois je vais surtout vous faire une synthèse de chaque lieu qu'il visite avec le métaplot que ça implique. Donc évidemment il y a des choses que j'ai déjà touchées et d'autres pas, comme par exemple j'ai pas encore parlé de Washington DC. Et à Washington DC, il y a un bouquin qui s'appelle Washington DC by Night qui révèle un très très gros spoiler sur un des personnages qui gère la ville. Et si je vous le gâche, vous serez enfin, si ça vous intéresse de suivre avec moi Washington by Night, enfin DC by Night plutôt, le supplément qui arrive dans, je sais pas, on verra en octobre, là vous serez peut-être un peu coincé enfin ça va un peu vous gâcher le truc. Donc à vous de voir. Après ça reste une expérience intéressante, hein, c'est un gros bouquin. Il y a environ, j'ai huit vidéos, donc ça veut dire que dans chaque vidéo, je vais aborder 3 ou 4 points de métaplot, donc c'est assez violent, il y a une trentaine de chapitres. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a aussi des points où je botterai en touche parce que je connais pas trop sur ce qui est fait, et je préfère être au clair par rapport à ça. Mais bon, voilà, ça serait le programme, et sinon, je pense que je balancerai de temps en temps des vidéos. Je sais que, par exemple, sur Delta Green, j'ai fini la campagne dont j'avais parlé, qui s'appelle God's Thief,
Et donc je vais essayer de finir les campagnes, faire un récap, j'essaie d'avoir les joueurs aussi, mais c'est un peu compliqué parce que c'est l'été, pour qu'ils vous donnent un peu leurs sentiments. Et s'il y a des vidéos qui tombent, je sais que Chaosium va sortir normalement le Innsmouth. Il y a un guide d'Innsmouth qui doit sortir fin juillet. Je subodore que peut-être Marienburg sortira cet été, j'ai aucune preuve, mais bon, on sait jamais, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de sortie pour Warhammer V4. Et sinon, peut-être Invincible de Free League, je vais peut-être essayer de l'avoir parce qu'il sort fin juillet. À voir, encore une fois, c'est un peu des supputations, mais il y a quelques trucs comme ça qui traînent au coin du feu. Donc par contre, je ne ferai pas de rendez-vous tous les samedis, je balancerai juste, quand j'aurai le temps, je ferai la vidéo, parce que je bosse tout l'été. Donc quand j'aurai le temps, je balancerai la vidéo, et puis voilà, puis bon, pour le reste, on verra au fur et à mesure. Mais je pense qu'il y aura quelques vidéos quand même qui vont traîner cet été sur des plages un peu aléatoires. Mais là, ouais, de but en blanc, c'est tout ce dont je me rappelle. Sachant que Chaosium, c'est un peu, je sais pas ce qui se passe, je pense qu'ils sont peut-être en arrêt ou le mec est off. Mais j'ai essayé d'avoir une copie du guide des nobles de Pendragon et j'ai même pas eu de nouvelles. Alors que généralement, c'est eux qui sont plutôt proactifs et qui font des demandes, qui envoient sur une mailing list de review en disant on a ça, est-ce que ça vous intéresse? Donc je sais pas trop. Et sinon, je réfléchis, mais je crois que j'ai fait à peu près le tour au niveau des sorties jeux de rôle. Il y aura peut-être le bouquin d'aventure de Coriolis qui sortira en physique. Mais généralement, ouais, le truc, c'est que l'été, déjà, c'est l'été. Je sais que Free League, il se pose en juillet et qu'après, il y a la GameCon. La GameCon, c'est le gros point pour lequel toutes les sorties sont bloquées, toutes les attentes. J'ai pas regardé le programme, mais je suis d'or que Cubicle 7 au moins aura une keynote et Chaosium sera sur place. Pour le reste, je suis pas trop de jeux hors de ces gens-là, donc je pourrais pas trop vous dire. Si, bien sûr, il y a... Suis-je bête? Il y a, comme vous le savez peut-être, Paradox a décidé de retirer, je crois, il me semble, Paradox a recréé un studio en interne qui s'appelle White Wolf, alors c'est juste, c'est une équipe, et ils vont faire un vampire qui serait peut-être de la V6, on n'est pas sûr, qui serait très différent, alors j'ai des gros a priori sur la V5, mais je trouve ça assez naze de passer sur une V6, d'autant plus que j'ai vu il y a juste une récap d'une heure qui a été faite sur un PowerPoint en expliquant où les nouveaux auteurs expliquaient leur intention. Et à part quelques traces de la maquette que je trouve assez propre, j'ai rien vu qui m'a enthousiasmé, j'ai eu l'impression de voir de la langue de bois. Enfin, c'était parler pour rien dire. Parler pour rien dire, et c'était un peu triste parce que moi j'aurais aimé savoir les mécaniques, un teasing, éventuellement ce qu'ils pensaient faire pour le métaplot, et c'était juste dire oui, mais le métaplot c'est important, mais pas que. Bon, ok, super. Bref, donc on va voir tout ça. La GameCon risque d'être assez intéressante pour certains aspects, en tout cas, de l'évolution, du futur post, Monde des Ténèbres, que sais-je. Je vois que par exemple que c'est toujours sur Vampire et que par contre Mage, Changelin et tout ça, ça peut disparaître dans le néant, c'est bien triste. Et donc, pour finir la saison, on va regarder ensemble Chaos Factor. Chaos Factor possède une couverture assez ignoble, il faut le préciser, c'est quand même dégueulasse, qui représente le fameux Samuel Eighth. Samuel Eighth est un personnage récurrent du Monde des Ténèbres, jusqu'à ce supplément, qui est, comme vous voyez, au liseré violet, techniquement un supplément pour mage. La mise en page est celle de mage. Mais c'est un crossover. En effet, Samuel Eighth est un personnage qui évolue sur dans tous les mondes quasiment il évolue dans mage, dans loup-garou et dans vampire. À la base, je vais la refaire très rapidement. Donc Samuel Eighth, c'est un personnage que White Wolf a vendu comme un badass. C'est un personnage que vous voyez tout le temps. Il voulait en faire une sorte de Drizzt d'Odruen ou Elminster, ou un espèce de mec à tous les pouvoirs qui est méga balèze et qui serait une sorte d'antagoniste récurrent à la manière des comics, à la manière d'un Magneto, à la manière de ces gars-là. Et à la base, c'est un proche, c'est quelqu'un qui est de la famille de loup-garou, mais qui n'est pas loup-garou lui-même, qui devient jaloux, qui commence à chasser des vampires, il devient une goule. Ensuite, il arrive à trouver un ancien rituel magique pour dépecer des loups-garous, pour se faire une peau de loup-garou magique, il devient un skinwalker. Donc les skinwalkers, dans l'imaginaire amérindien, c'était des gens qui portaient des peaux et qui se transforment en loup-garou, et c'est ce qu'il devient. Donc il devient loup-garou, mais Wish, quoi. Il devient un loup-garou Wish, et les loups-garous Wish sont très très mal vus, à la fois par les esprits et par les loups-garous. Au bout d'un moment, il est repéré par les loups-garous qui commencent à le tuer.
Il n'y arrive pas, il a un problème, c'est qu'il vieillit et il n'a pas assez de sang de vampire, donc il commence à chercher un objet, il commence à essayer de découvrir la vraie magie. La vraie magie, c'est la magie des magiciens, de mages d'ascension. Il commence en se battant, donc il devient une sorte de mercenaire dégueulasse qui bosse souvent avec les vampires, avec la Pentex. Il finit durant la grande bataille dans l'Amazone, où il va récupérer un objet magique qui est l'épée du conquérant, donc c'est une épée magique probablement portée par Cortés, qui lui permet d'avoir un petit peu de pouvoir de magie, mais c'est pas suffisant. Il retourne aux États-Unis, il va dans une fondation qui appartient des Verbena. Donc les Verbena, c'est des magiciens de la vie qui se font passer pour des fermiers, et ces fermiers font pousser un arbre style Yggdrasil. Il arrive, il tue la femme du fermier, il pique une branche, donc ce que vous voyez ici, et avec cette branche, il a enfin accès à la vraie magie. Sauf qu'il a toujours un problème, c'est qu'il n'est pas immortel. Et c'est ce qui va pousser tout ce livre-là, qui est sa dernière apparition, et vous allez comprendre pourquoi. C'est un bouquin qui existe, et qui est vraiment pas bon. C'est même une catastrophe, c'est absolument horrible comme truc. Et ouais, non, c'est pas... Donc vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Donc, Chaos Factor. C'est pas... Alors, c'est une aventure qui vous propage, donc qui rappelle encore une fois la petite histoire donc, du Skinner, donc d'épaisseur, de l'ami Samuel Haight, qui ne cherche qu'une chose, c'est à obtenir la vie éternelle. Et il a entendu dire que la vie éternelle attendait. Alors, le seul truc que j'aime bien, enfin que j'aime beaucoup dans ce bouquin, c'est les illustrations qui sont faites par Smith. Donc, c'est un type qui avait beaucoup bossé sur White Wolf, qui disparaîtra, qui ne sera pas là en Revise. Mais l'essentiel du bouquin, c'est de poursuivre Samuel Haight, qui cherche à devenir immortel en croquant un antédiluvien. Rien que ça. Ça, c'est absolument dégueulasse comme illustration. C'est absolument génial. Voir un mec à poil et son cul, c'est excellent. Et donc, c'est assez marrant parce que tout se passe à Mexico City, et on vous donne comme inspiration notamment Love and Rockets. Alors, je suis là, genre... Dieu sait que j'aime beaucoup Love and Rockets et les frères Hernandez. Autant Love and Rockets, c'est vraiment pas l'inspiration numéro 1 que je verrais pour ce magnifique supplément. Ce serait plutôt Fast and Furious. Le livre est séparé en deux parties. Il y a la description de la ville de Mexico et ensuite le scénario à proprement parler. L'Amérique centrale et l'Amérique du Sud ont un statut assez bâtard dans l'historique de Vampire la Mascarade, pour plusieurs raisons. C'est que très tôt, ils ont été abordés notamment par l'ignoble Awakening Diablerie de Mexico. Les momies aussi, donc dans Momies en V1, on subodorait qu'il y avait puisqu'il y a des rituels de momification, il y avait des momies qui sont présentes, qui ont eu leur propre rituel de réincarnation, qui sont présentes. Il y a toutes sortes, il y a énormément de créatures change-forme, mais surtout essentiellement des feras, donc pas uniquement des garous, mais on va avoir des mokolés qui sont des crocodiles garous, on va avoir des anansi qui sont des araignées garous, on va avoir des bastet qui sont des chats / léopards / plutôt jaguars garous. Il y a tout un monde qui se profile là-dedans, qui a évolué par rapport à la civilisation précolombienne. La finesse qui est apportée n'est pas aussi importante que peut l'être par exemple Vampire d'Orient, mais quelque part, il y a quand même... Je pense que c'est lié à la proximité géographique et historique, il y a quand même moins il y a moins le côté clicheton, j'ai envie de dire, même si on reste sur des grandes lignes. Mais l'essentiel de ce qui vous est décrit pour le Mexique, c'est que au tout début, il y avait la présence de... Ça, c'est un grand classique aussi, et ça reste un bouquin de mage quelque part. Le temps mythique, donc il n'y a pas vraiment de chronologie parfaite, mais il faut comprendre qu'effectivement, au début, il y avait les vampires qui étaient présents, avec les cités, les antédiluviens qui sont dispersés, mais à cette époque-là, c'était aussi une sorte d'âge mythique. C'est un âge mythique qui fait suite à l'Impergium. Donc l'Impergium, c'est le moment où les loups-garous contrôlaient le monde pour aller vite et utilisaient les humains comme du cheptel. Et peu après la fin de l'Impergium est apparue l'émergence de magiciens divins. Les magiciens avaient tout pouvoir, les sorciers, donc la vraie magie de Mage d'Ascension, et c'est eux qui dirigeaient le monde en se faisant passer soit pour des rois philosophes, des rois sorciers, voire des dieux. Et là, on en parle d'un d'eux, c'est Quetzalcoatl et la majorité Quetzalcoatl. Et donc Quetzalcoatl, donc l'oiseau, la grande divinité en fait de ce panthéon-là, est en fait un immense magicien qui se faisait passer pour un dieu et qui essayait de guider son peuple à cette époque-là. Mais un jour, Quetzalcoatl s'est fait appeler par quelque chose au-delà, au début du Moyen-Âge, il a voulu traverser l'océan.
En fait, il a été appelé par l'ordre de raison qui commençait à se bâtir. Donc l'ordre de raison, c'est la future technomancie, ce qui a laissé le champ libre à d'autres dieux qui étaient déjà présents, notamment un dieu qui s'appelle Huitzilopochtli, qui était le dieu de la guerre. Sauf que Huitzilopochtli, donc le dieu de la guerre, c'était pas vraiment un dieu standard du panthéon, de cette région. C'était en fait un très 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 vieux vampire qui se faisait passer pour un dieu. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans Awakening, Diablerie de Mexico. Ce dieu a très vite pris l'ascendant et commencé à contrôler, influencer, voire exercer une pression monstrueuse sur les autres dieux présents. On ne donne jamais vraiment la nature des autres dieux, mais on peut subodorer que c'est d'autres surnaturels ou des incarnés, qui sait. Arrive l'invasion de Cortés et des Espagnols qui vont réduire toute la région plus ou moins à feu et à sang, affaiblissant fortement toutes les divinités présentes et faisant en sorte que Huitzilopochtli décide de se cacher, se planquer tranquillement dans cette tanière, donc comme tout bon empire qui se respecte. Avec lui, donc avec les Espagnols, vont arriver plusieurs personnes. Notamment la technomancie, qui va arriver, qui s'appelle encore l'ordre de raison, essentiellement les Void Engineers, donc alors c'est pas les Void Engineers, mais pour aller vite, la technocratie possède différents organes, c'est pas complètement monolithique. Par exemple, vous avez le syndicat qui est là pour générer de l'argent, vous avez Itération X qui fait des robots, vous avez les progéniteurs qui font des expérimentations sur la vie et le clonage. C'est dépendant, en fait, concrètement, c'est dépendant des traditions. Et il y a aussi ce qui s'appelle maintenant les ingénieurs du vide, mais qui ne l'étaient pas à l'époque, dont j'ai plus le nom, qui sont les explorateurs. Donc les explorateurs arrivent avec un Quetzalcoatl qui a été réformé. Donc Quetzalcoatl est passé du côté de la technocratie et il commence à avancer notamment pour trouver le cœur de l'empire indigène. Ils vont même jusqu'à y trouver la planque d'un très très vieux magicien qui s'appelle Eldorado, donc évidemment, le tuer. Et c'est là où va être récupérée notamment l'épée du conquérant qui va être utilisée pour tuer Eldorado, que récupérera plus tard Samuel Haidt. Et finalement, il semble que le sort de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud soit un peu complètement laissé à la dérive et exploité par les Européens. Dans leur sillage arrivent quand même d'autres personnes qui sont, je ne vais pas dire bien intentionnées parce que ça serait un peu fort, mais il y a des traditions quand même magiques qui arrivent, et notamment le cœur céleste. Donc le cœur céleste, c'est une tradition qui part du principe qui est basée autour du principe de l'unicité et de la divinité. Souvent, c'est des religieux. Et il y a beaucoup de membres du cœur céleste qui ont différents aspects, mais au niveau des religions monothéistes. Et ils commencent à arriver à s'installer. Mais aussi, dans leur sillage, arrivent des vampires européens. Parce qu'on est quand même sur le point de... C'est juste au moment de l'Inquisition, donc il y a des vampires qui essaient de se cacher, qui se barrent, et certains autres vampires qui simplement... Donc on va retrouver notamment Polonia, qui est un des conquistadors, qui deviendra l'un des très très grands ponts du sabbat. Et il y a aussi quelqu'un qui est là pour trouver et se venger de quelqu'un. Et cette personne, ce très vieux vampire, vous l'avez sûrement deviné, Helena. Helena, on rappelle, c'est l'un des deux Mathusalem qui se fout sur la tronche avec Ménélaos depuis la guerre de Troie. Sauf que Helena n'arrive pas seule, et elle est sur place une jeune Espagnole qui s'appelle Mary Galbraith. Et finalement, Helena, sentant que son ennemi n'est pas ici, elle dit Helena, t'as qu'à rester là. Je garde un lien du sang avec toi et tu me serviras d'informateur, et adios muchachos. Helena Galbraith commence très rapidement, reste sur place et très rapidement cherche un moyen de détruire son lien du sang. Elle va notamment tomber sur le sabbat qui arrive très rapidement au début à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, pour prendre un peu le contrôle de la ville. Et finalement, donc, elle va faire très bonne impression, elle va faire excellente impression, pour que finalement le sabbat l'accepte au sein de ses rangs, afin de casser notamment le lien du sang. Sauf que ce que personne ne sait, c'est que la raison pour laquelle le sabbat est là, la raison pour laquelle il y a des bisbilles, la raison pour laquelle il y a tant de morts et de destruction, la raison pour laquelle il semble y avoir des guerres de sécession, des guerres de succession et enfin la guerre américano-mexicaine, tout ça, c'est uniquement pour alimenter une seule créature qui est Huitzilopochtli. Parce que Huitzilopochtli, j'ai oublié de vous dire, c'est pas vraiment un Inca.
Luigi Polocci, c'est un très vieux vampire, qui est certes pas antédiluvien, mais qui est un Méthusalem. Et c'est un Méthusalem qui est plus puissant que Hélène, que Menelo, pour une bonne et simple raison, c'est que Luigi Polocci, en fait, c'est Nergal. Et Nergal, à cette époque du métaplot, c'est rien de plus que le fondateur des Baali. Rappelez-vous, les Baali sont une lignée de vampires qui vénèrent, / ont fait des pactes avec les démons, et donc obtiennent des faveurs démoniaques en perdant leur âme, mais surtout en se cachant du reste de tous les autres vampires, afin de les corrompre. Et leur but, c'est, à l'inverse d'un vampire, par exemple, qui ferait un pacte faustien pour obtenir plus de pouvoir, leur but, c'est simplement et purement de ramener sur Terre les démons. Et donc de pulvériser tout ce qui peut exister, un peu à la manière, en moins subtile, des Néfandis ou des Black Spiral Dancers avec le verre. Donc ce gros vampire, qui est très méchant, qui s'appelle Nergal, dort depuis des siècles dans une des pyramides de sa planque, et il semble que Samuel Hayes ait entendu parler de sa présence, et il veut impérativement se nourrir de lui pour avoir suffisamment de sang, quitte à devenir un vampire, et ainsi être méga balèze. Alors, je ne sais pas par quelle technique il s'est dit que réveiller un ancien vampire, même un antédiluvien dans son plan original, c'était une bonne idée, pour ensuite se faire transformer. Surtout si c'est pour finir avec des liens du sang, c'est pas une très bonne idée. Donc en tout cas, on vous donne un aperçu de Mexico aujourd'hui. Mexico City, c'est pas terrible, c'est-à-dire que c'est une ville... L'idée que j'aime beaucoup dans le supplément, c'est de dire que Mexico City est une ville qui est tellement grande, qui évolue de manière organique, qui aurait quasiment en fait, sa propre volonté, qui est une idée que j'aime beaucoup, ce qui fait qu'elle est tellement insaisissable que finalement aucune des factions, aussi maléfiques soit-elle, parce qu'on a de la technocratie qui contrôle complètement la ville, par Quetzalcoatl, on a le Sabbat avec, c'est pas Marie d'ailleurs, c'est Melinda Galbraith, donc qui est devenue depuis la régente du Sabbat, et qui bosse, j'ai oublié de vous dire, elle est complètement, en fait elle est à la merci elle bosse pour Nergal, donc elle est infernaliste, enfin c'est une horreur quoi. Et à côté il y a la Pentex, il y a plein de factions un petit peu disparates dans l'ombre du Sabbat, ce qui fait qu'en fait il y a quelques types du cœur céleste, il y a quelques gentils qui peuvent réussir à subvenir. Il y a des rongeurs d'os garous qui ont réussi à se planquer et trouver un cairn. Il y a quelques gentils, entre parenthèses, mages et traditions du cœur céleste notamment qui sont présents, mais c'est assez compliqué. Et sous la ville, il y a le ventre du ver, le underbelly of the worm. Donc c'est pas le ver de la tequila, c'est vraiment il y a une sorte de ruche absolument monstrueuse qui est située en dessous, dont on va reparler très rapidement. Il y a l'intégration du NAFTA qui est, pour aller vite, donc un prétexte pour amener d'autres vampires sur place par les intérêts commerciaux. Et on vous parle aussi un petit peu de Paraiso Vista, qui est une petite ville un peu excentrée, qui n'a rien à voir normalement avec le schmilblick, sauf que, parce que c'est une petite ville gentille paradisiaque, sauf qu'en fait, la grosse arnaque du scénario, évidemment, c'est que la tombe protégée de Nergal, elle n'est pas, comme vous auriez pu le deviner, dans le ventre du ver sous Mexico, où c'est entouré de toutes les horreurs qu'on peut imaginer, mais dans cette charmante et petite riante ville aux abords de Mexico. Mais ça, Samuel Hayes, quand le scénario commence, il ne le sait pas du tout. Donc après, on a tout un guide géographique sur la ville en elle-même, comment on les répartit. C'est pas oufissime, comme d'habitude. Et ce qu'il y a sous la ville. Donc c'est là où on commence vraiment. Alors déjà, si vous n'aviez pas votre dose avec des fondateurs Baali qui arrivent, des dieux précolombiens qui bossent pour la technocratie, vous allez en avoir pour votre argent, parce que là, c'est quand même du grand art. Donc, sous la gentille influence de Nergal, Nergal s'est dit, bon, bah, moi, j'ai besoin d'alliés, j'ai besoin de gens à contrôler qui pourraient faire tout ce que je veux. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il y avait des Black Spiral Dancers qui sont dans le coin. D'ailleurs, il y a le plus vieux Black Spiral Dancer qui existe, de toute l'Amérique du Sud, qui est présent. Et il y a le plus vieux Nefandus de toute l'Amérique du Sud qui existe, qui est présent aussi. Et donc il s'est dit, bah tiens, en fait, je vais les manipuler, et je vais les manipuler pour qu'ils soient tous copains. Donc ça fait qu'on a une sorte de ligue d'injustice où tous les méchants bossent ensemble sous terre. Donc il y a à la fois un nid des Black Spiral Dancers, donc des loups-garous. Il y a ce qu'on appelle un labyrinthe Nefandi. Donc les labyrinthes Nefandi, c'est une parodie des labyrinthes existants des spectres, donc qui sont les fantômes méchants pour la vie du monde des ténèbres, qui permet notamment donc, de corrompre les gens et les transformer en Nefandi
mais il faut toujours qu'ils acceptent, il faut de leur plein gré. Après, quand ils sont fous, ils sont devenus complètement fous, c'est beaucoup plus facile. À cela s'ajoute, il y a des pauvres petits Nosferatu anti-tribus du sabbat qui se baladaient, qui sont devenus complètement fous parce que ils n'étaient pas très loin. Donc c'est un cauchemar. Il y a une carte pour la baston finale, si vous voulez, à Paraiso Vista. Et enfin, donc, on a vu, comme dans un guide de ville classique, on va avoir donc, une représentation des différents personnages présents. C'est probablement mon illustration préférée de tout le bouquin, je trouve ça absolument génial. Smith, c'est vraiment pas un mec qu'on a retenu, mais il a quand même une patte avec beaucoup d'aplats en noir. J'aime beaucoup le mage d'Arix le Mythe de Soleil qui est en train de manipuler les sphères, le garou qui comprend pas trop ce qui se passe mais qui va faire avec, et la vampire qui quand même a une clope au bec avec la petite tache de sang, je trouve ça absolument génial. Donc c'est un crossover, c'est un livre de crossover, donc il y aura beaucoup de profils et des règles à la fin d'ailleurs pour jouer les crossovers, mais c'est extrêmement casse-gueule. L'un des trucs que j'aime pas du tout, hormis le fond du bouquin qui est absolument débile, c'est hélas le mec qui fait les portraits, je les trouve absolument pas top. Pas qu'il soit mauvais, mais ça correspond pas du tout aux ambiances respectives de Garou, de Mage. Et je crois que c'est un mec qui bossait essentiellement dans Mage Ascension. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que je l'ai déjà vu. Donc, on commence par les éveillés. Donc, les éveillés, c'est les magiciens. La technocratie qui est représentée par Quetzalcoatl, donc qui est revenu et qui maintenant fait partie du nouvel ordre mondial, ce qui est un peu triste pour l'une des grandes divinités précolombiennes. Il est suivi par différentes personnes qui représentent chacune les factions. Donc, itération X, les robots. On a le syndicat, donc, qui est là pour gérer le fric, les progéniteurs, qui fabriquent l'énergie, les Arnold Schwarzenegger complètement fous, donc des espèces de musclores défoncés aux stéroïdes magiques, qui sont des progéniteurs. Et au niveau des traditions des mages, on a essentiellement des cœurs célestes, qui sont là donc, pour aider la veuve et l'orphelin, comme ça va. Et évidemment, on rajoute une couche, on a des maraudeurs. Alors, si vous ne connaissez pas trop Mage Ascension, il y a une faction qui existe, qui est l'équivalent des Malkaviens, mais en 10 000 fois pire chez les mages, qui s'appellent les maraudeurs, qui sont des mages qui ont fini... Alors le mage a plusieurs problèmes. Le mage a un problème, c'est qu'il a le paradoxe. Donc le paradoxe, c'est le fait que quand vous lancez un effet de magie qui va contre la doxa du monde conscient, donc la vôtre, savoir que nos voitures, on met de l'essence dedans, les lois de la gravité, les règles qui sont entendues par le commun des mortels, vous engendrez du paradoxe, parce que l'essentiel de l'humanité lutte contre votre simple présence et le fait que vous tirez une boule de feu dans la rue. Et l'autre problème, c'est que les magiciens ont tendance à devenir fous. C'est-à-dire que quand ils font trop de magie, ils sont assez bourrins, non seulement ils peuvent engranger du paradoxe, ce qui peut les brûler et leur faire très mal, mais en pouvoir les faire disparaître de la réalité. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des magiciens qui commencent à créer des échos autour d'eux. Et ces échos peuvent prendre tellement de place que finalement ils finissent par vivre dans leur propre bulle de réalité qu'on appelle la quiétude, et c'est une sorte de folie permanente, ce qui fait qu'ils ne voient même plus le monde comme on l'entend, et ils sont, à défaut d'un meilleur terme, complètement fous. Et le problème, c'est que les maraudeurs sont immunisés au paradoxe. Enfin, techniquement, ils sont fous, et le paradoxe glisse sur eux. Ça veut dire que si vous êtes avec un maraudeur et que le maraudeur commence à tirer une boule de feu, non seulement il ne va pas prendre de paradoxe, mais c'est vous qui allez le prendre, parce que le paradoxe glisse sur lui. Alors en général, les maraudeurs ne peuvent pas rester très longtemps dans le monde physique, parce que ils sont tellement des entraves au monde réel, enfin la réalité consensuelle, qu'à un moment la réalité en a marre et dit pouf, tu dégages, tu vas ailleurs, ce qu'on appelle les royaumes d'horizon. Ce que font aussi les archimages. Donc quand les magiciens sont trop balèzes, ils partent parce qu'ils peuvent même plus utiliser leur pouvoir, ou leur présence même n'est plus supportée par la réalité. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a 3 cocos qui sont complètement fous. Raspberry Pop Art Salad, donc déjà, une fille qui est tout le temps en colère, dont le nom c'est juste des lettres collées, et Piobok le costaud, qui sont complètement fous et qui sont des jokers dans l'histoire. Évidemment, qui dit joker dit que le scénariste va les utiliser pour filer un coup de main à Samuel Heath au pire moment possible du scénario. On continue donc avec nos amis Garou, donc du Sweetwater Sept, avec des types qui sont plutôt sympas, donc le père Machette, Slingshot, il y a aussi donc c'est pas une saloperie, rassurez-vous, c'est une métisse, donc quand les loups-garous se reproduisent entre eux, c'est pas terrible, et des fois ils ont des problèmes physiques. Wanderer, donc ça c'est une skinwalker, donc en gros c'est une fille qui fait partie du clan de Samuel Heath, mais c'est pas parce qu'on est skinwalker qu'on est méchant, malgré le fait qu'on a quand même dépecé des loups-garous, et elle essaye de se racheter comme elle peut. Et enfin on a Razorface, alors ça c'est marrant, c'est un loup-garou qui a été transformé, qui a été chopé par la technocratie,
Et il est à moitié robot, donc il a des dents en métal et des yeux bioniques. On savait se marrer à l'époque. On arrive aux vampires, donc un grand classique, Melinda Galbraith, qui est la grande régente du sabbat. Donc il faut comprendre encore une fois, sabbat, techniquement, la régente, c'est le vampire le plus puissant de tout le sabbat, c'est le pape, quoi. Sauf que dans les faits, son pouvoir est contrebalancé par les cardinaux, par les priscus, qui sont des cardinaux volants. Donc elle n'a pas autant de pouvoir qu'on le croit, mais c'est quand même censé être l'ennemi numéro 1, en tout cas pour la Camarilla, et elle dirige, j'ai oublié de vous dire, Mexico c'est le QG politique du sabbat, mais vous le saviez sûrement déjà. On a Joe Boothill, je me rappelle, j'avais sa carte quand je jouais à Vampire, à Jihad, donc le Vampire The Eternal Struggle, c'était assez impressionnant, donc c'est un Assamite qui, anti-tribu, qui est un cow-boy en fait, un cow-boy, il passe son temps à dépecer des loups-garous. Jorge de la Muerte, c'est un samedi complètement fou qui est infiltré. Donc, le sabbat est venu poser des bombes à Haïti il y a quelques temps, et du coup, le baron samedi a dit bah tiens, Jorge, tu vas y aller, tu vas t'infiltrer, et tu vas tous les tuer le moment échéant. Donc, c'est un thanatopracteur qui n'attend qu'une chose, c'est tuer tout le monde. Il est complètement fou, il a un humanité. On a un Priscus qui est présent, qui est un ancien humain, qui veut redevenir humain, enfin, qui était magicien de son vivant, qui veut redevenir humain. On a un archbishop malcavien qui essaie un peu de contrebalancer le pouvoir de Galbraith. On a l'infante de Galbraith qui est techniquement une paladin, donc c'est une défenseuse de Galbraith, mais qui suit le chemin des révélations maléfiques, donc elle est aussi infernaliste comme Melinda Galbraith. Et enfin, un Giovanni qui vient là avec les traités NAFTA et qui va en avoir un petit peu pour son argent. On continue avec des personnages moins intéressants encore. Donc, on a une fille de la cacophonie anti-tribu, je ne savais pas que ça existait, et une malcavienne complètement folle. On a les fantômes, parce que tant qu'à faire, on va y rajouter une couche. Donc évidemment, la jeune fiancée qui s'est fait violer et assassiner durant ce nuit de noces, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne avec White Wolf et le Edgy. Et on a un spectre qui se balade dans le coin tranquillou, qui est prêt à défoncer tout le monde. Au niveau du Underbelly, donc sous terre, on va avoir un très vieux Nefandi. On vous dit qu'il est tellement vieux qu'il se rappelle de la crucifixion du Christ. En général, c'est quand même assez violent. On rappelle que c'est souvent les magiciens n'ont pas la capacité instinctive de devenir immortels. Ils peuvent vieillir très lentement avec un peu de magie, mais ça reste compliqué. On a donc une autre. Donc les Nefandi, il y en a deux sortes, il ne faut pas oublier. C'est qu'il y a les Nefandi qui sont réincarnés, c'est-à-dire que l'avatar est déjà corrompu. Et donc, généralement, quand il n'est pas encore éveillé, le futur Nefandi est un serial killer, un sociopathe. Et puis quand son avatar s'éveille, et ben là, c'est open bar. Et il y a les Barabis. Donc les Barabis, c'est les traîtres. C'est des gens qui faisaient partie de tradition ou de la technocratie qui passent une épreuve, qui passent dans un labyrinthe et qui deviennent monstrueux, mais qui acceptent de la descente, donc qui acceptent de corrompre leur avatar, qui est la partie immortelle qui se réincarne de leur être et qui leur donne un pouvoir magique. Généralement, c'est pas bon signe, parce que ça veut dire qu'après, vous êtes corrompu pour l'éternité, mais ça se fait toujours de son plein gré, techniquement. Alors, techniquement, de son plein gré, mais évidemment, ils sont toujours entourés par un ou deux Nefandi qui finissent par les briser pour qu'ils fassent le job. Mr. Black, Mr. Dark, Mr. Night, donc c'est un technocrate qui a été corrompu, et c'est vrai que c'est juste un espèce de sataniste, et c'est les satanistes classiques, c'est-à-dire que la plus grande insulte pour un Nefandi, pour les Nefandus, les Nefandis, je vais y arriver, c'est justement les types qui les rejoignent et qui jouent aux satanistes. C'est comme les vampires qui se déguisent comme Bela Lugosi pour les vampires de Vampire la Mascarade, c'est juste ridicule, quoi. Et donc ils aiment pas trop ça. Black Spiral Dancer avec une très belle repompe du loup-garou de Londres, avec Arzo Machulpli, qui est le plus vieux Black Spiral Dancer, qui est à moitié immortel du coin. Donc vous imaginez les stades de port, toute sa bande de joyeux tarés. Donc l'Underbelly, qui ressemble à ça, donc il y a des trucs tentaculaires partout. Et chez Nosferatu, on a Shrek et tous ces petits potes qui sont des pauvres Nosferatu anti-tribus qui se sont fait corrompre et qui sont complètement devenus fous et satanistes, tous les uns que les autres. Le must, c'est quand même la voiture démoniaque. Et le type le Nosferatu qui s'est fait transformer par un Tsimissé pour être le conducteur de la voiture satanique. Bref. Et ensuite, on arrive enfin au Chaos Factor, qui est le scénario. Alors, préparez-vous parce que c'est vraiment pas bien. Oh yeah! Donc, Samuel Heath arrive. On vous dit, voici toutes les références que vous pouvez utiliser pour les bouquins. Donc, c'est tous les bouquins,
les guides du joueur, les guides du maître, les machins pour les 3 bouquins, donc ça fait énorme, pour les 3 jeux, ça fait énormément de bouquins. On a toutes les références où est Samuel Hayes, donc on l'a vu quand même dans la Fondation Frankelberg, qui était un bouquin pour le loup-garou. Le guide du sabbat, Rage Across Amazon, donc c'est un des... Pour le loup-garou, ils n'ont pas de night buy, ils n'ont pas machin de nuit, ils ont les rages. C'est rage à travers l'Amazonie, rage à travers la Russie, c'est des zones géographiques. Le livre des fondations, le magazine White Wolf numéro 40, Nouvelle-Orléans de nuit, donc ça j'ai déjà parlé, et When We Will Rage, c'est une nouvellette, je crois. Donc l'histoire est absolument débile et risible. Samuel Hayes arrive à Mexico City, il veut trouver l'antédiluvien, il ne sait pas où chercher, et vu qu'il ne veut pas se faire embêter, il amène des potes avec lui, il leur file du C4 et il se fait tout péter. Donc il y a des bombes qui pètent partout dans Mexico, ce qui alerte à la fois le sabbat, ça alerte tout le monde. Donc le sabbat pense que c'est la Camarilla qui attaque, la technocratie pense que c'est les traditions qui attaquent, les traditions ne savent pas trop ce qui se passe, la Pentex ne comprend rien de ce qui se passe, et tout le monde essaye tant bien que mal de sauver ses proches. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire, évidemment, ça commence durant la fête des morts, donc Dia de los Muertos, ce qui fait que c'est pendant 3 jours, les fantômes reviennent. Et donc les fantômes le goulet est très fin, les fantômes arrivent à Mexico City, et les fantômes de Mexico City n'ont qu'une envie, c'est de protéger ceux qu'ils aiment, les vivants. Donc il y a des fantômes qui commencent à attaquer toutes les entités supernaturelles qu'ils voient devant eux, c'est un véritable cauchemar. On vous donne des pistes à chaque fois pour savoir comment introduire les joueurs. Donc bon, c'est pas du grand truc. C'est-à-dire que les magiciens détestent Samuel Hayes, parce qu'on rappelle qu'il a quand même tué il a une dent contre les Verbena, il a volé pas mal d'artefacts magiques, et il a fait un massacre dans une fondation, donc les magiciens veulent le détruire. Les vampires, c'est là où ça marche pas en fait, parce que Samuel Hayes est plutôt pote avec les vampires, et c'était un allié de Nouvelle-Orléans de nuit. Donc il faut trouver une excuse bidon pour le fighter. Et les garous, évidemment, ils détestent Samuel Hayes, ça va de soi, puisqu'il a dépecé quand même, on rappelle, au moins, voire plus, 5 loups-garous, et qu'il a créé le clan Oni des Skinwalkers. On a 3 introductions qui sont moitié roman, moitié tout petit texte. Comme vous voyez, il y a très très peu de scénarios. À chaque fois, c'est pas bien, c'est vraiment... Voilà, vous avez fait le tour du chapitre déjà. Donc c'est essentiellement on a le sentiment, c'est normal. C'est un type qui avait écrit le mort, il a écrit beaucoup de romans et beaucoup de littérature, et on sent qu'il y a toujours un peu cet aspect, je préférais écrire des nouvelles que faire un scénario. On a une timeline, mais elle est pas ouf. Ce qui va se passer, c'est que donc Samuel Hayes, ici présent, se dit super, je vais pouvoir me faire étreindre par un très très gros vampire. Il commence à fouiller la ville pour avoir des pistes pour savoir où est le très très vieux vampire. Pendant ce temps-là, il y a la diversion, il y a tout qui pète, il y a un blackout dans la ville. Tout le monde commence à se massacrer, la technocratie sort les Men in Black, elle sort les Hitmarks, donc qui sont des espèces de robots façon Terminator qui arrivent et qui commencent à défoncer tous les supernaturels. Les garous planquent leurs fesses, les vampires comprennent pas trop ce qui se passe, le sabbat dit attaquer, surtout que Milligan Brace pousse pour provoquer encore plus de chaos, pour favoriser le retour de son maître. Enfin, c'est un cauchemar, c'est pas possible, et c'est peut-être le seul mérite qu'on peut trouver, un autre mérite qu'on peut trouver au bouquin, c'est qu'ils sont quand même évertués à vous donner des pistes pour tous les types de personnages, donc les vampires, les mages, le sabbat, la camarilla, les technocrates, les traditions, enfin c'est assez violent, hein. C'est quand même beaucoup de taf. Finalement, les joueurs arrivent à comprendre que Samuel Hayes est allé dans les entrailles de la ville, ils arrivent dans le toboggan de l'enfer avec des tentacules et des choses encore plus salades pour arriver dans cette espèce de tunnel de l'enfer où c'est dégueulasse. Donc on rappelle, hein, c'est quand même une ruche des Black Spiral Dancers, un endroit hyper corrompu et un labyrinthe Nefandi avec des spectres en plus qui sont extrêmement violents. Ça veut dire que vos joueurs vont passer au travers de tout ça en espérant ne pas se faire trucider, ce qui va être un cauchemar. Il y a tous les mecs qui leur tombent dessus, hein, donc on vous dit, si vous avez besoin de PNJ, vous inquiétez pas, vous pouvez balancer, parce que Samuel Hayes en plus n'est pas tout seul, donc il laisse des gens derrière lui, il y a des Black Spiral Dancers qui vous tombent dessus, enfin c'est n'importe quoi. Et enfin, il y a bien une pyramide. Alors là, c'est génial, parce que vous arrivez dans la pyramide, Samuel Hayes, évidemment, s'est barré, mais pas avant d'avoir lu des vieux bouquins qui sont présents dans la pyramide, et un des bouquins dit « Ah, je suis parti à Petra, en Jordanie ». Ok, et là, vous devez faire un jet de perception pour trouver un petit papier en espagnol qui dit « Ah, mais en fait, le vampire qui résidait ici n'est pas parti du Mexique, il est allé se planquer dans une toute petite ville charmante, loin de la ville. » Donc, vous avez 2 possibilités. Soit vous avez raté votre jet et vous suivez Samuel Hayes à Petra,
Si vous avez vu ma vidéo sur le Monde des Ténèbres, le supplément en V1, vous savez que c'est pas une bonne idée, ou alors vous attendez et vous préparez à l'arrivée de Samuel Hayes, ce qui est évidemment la meilleure idée pour, la baston finale. Donc si vous allez en Jordanie et ensuite à Petra, c'est là où vos ennuis commencent, c'est rocambolesque. Dès que vous arrivez là, vous cherchez une tour magique. La tour magique est à moitié invisible, donc vous pourrez la détecter. Ensuite, à chaque fois que vous progressez vers la tour, il y a des illusions. Si les illusions ne vous ont pas, vous tombez sur... vous devenez à moitié fou, c'est-à-dire qu'il y a des attaques mentales qui se produisent, et les attaques mentales vous provoquent des dérangements qui peuvent devenir permanents. Si vous arrivez jusqu'à la tour, il y a des golems de l'enfer qui arrivent pour vous défoncer, parce que oui, donc si vous ne connaissez pas l'histoire, en fait... Petra et la Jordanie, c'est le domaine d'un type qui est un ancien vampire, c'est un assamite très très vieux, qui a réussi à redevenir humain à un moment, puis qui a fait « Oh bah c'est cool en fait, je vais rester comme ça ». Donc il a passé son temps à devenir extrêmement puissant, un magicien qui a dit « Bon bah, tout Petra et toute la Jordanie c'est mon domaine, ah vous n'êtes pas content, bah je vous pulvérise la gueule ». Et tout ce qu'il a, c'est qu'il a des magiciens qui bossent pour lui aussi, qui roulent dans la cité notamment, qui étudie la Kabbale, ce qui le rend quasiment imbutable. Enfin, c'est un cauchemar, et même les mortels vous sont hostiles. Tout le monde vous est hostile, donc en fait, c'est limite si vous sortez de l'avion, vous dites non mais on rentre chez nous quoi. Tout est fait pour vous dire que ce n'était pas une bonne idée de venir à Petra. Donc finalement vous dites bon bah écoutez, peut-être que Samuel Hayes il est mort, et s'il n'est pas mort, bah je me casse. Vous retournez au Mexique, à Mexico City, c'est encore pire. C'est le jour des enfants, donc il y a encore plus d'explosions, les fantômes sont là, tout le monde se fait massacrer, c'est un cauchemar, et en fait, toute l'amicale internationale des psychopompes, donc les Giovanni, les Samedi, les Othanatos, les fantômes, les Giovanni, les arpenteurs silencieux, sont tous là en fait pour réunir un colloque international. Enfin, ils étudient en fait le mouvement des morts, et c'est sûr que le Dia de los Muertos, c'est le seul moment où les Samedi, par exemple, peuvent profiter quelque part du carnaval, et c'est l'occasion aussi de contrôler ou discuter avec les morts. Mais tout ça ne nous rendra pas l'Alsace et la Lorraine, et Samuel Hayes, lui, s'est barré à Paraiso Vista, comme vous l'avez deviné. Voilà, c'est très beau téton percé. Donc, avec le vampire qui tue, ça craint quand même. Donc, la baston, vous êtes troisième jour, vous arrivez au Mexique, vous êtes jet lag peut-être, vous êtes en torpeur, vous êtes en dormir comme tout vampire qui se respecte. C'est la panique, donc la technocratie commence à créer un symposium pour réunir tout le monde pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Ils décident de pulvériser le underbelly, donc l'espèce d'endroit, l'endroit où il y a tous les méchants sous la ville, parce qu'ils se disent que c'est vraiment là où il y a la catastrophe. Durant la nuit, les fantômes se réveillent et commencent à fondre sur tous les supernaturels, ce qui est une véritable catastrophe. Et finalement, vous avez la bonne idée, à un moment ou à un autre, soit de courir après Samuel Hayes, soit d'arriver avant Samuel Hayes dans la petite ville aux alentours donc de Paraiso Vista. C'est mieux si vous arrivez avant, parce que sinon, ça veut dire que Samuel Hayes est déjà arrivé et qu'il est en train d'essayer de réveiller le puissant Nergal. Et c'est là où ça devient rigolo, c'est que donc vous arrivez avec un peu de chance, et c'est ce qu'on vous propose, c'est d'avoir des alliés, parce que on subodore que vous faites partie d'une faction, que ça soit tradition, technocratie, gentil-garou, Camarilla ou Savate, et qu'à un moment, vu le danger présent de réveiller un antédiluvien, ou en tout cas un Méthusalem, il y a suffisamment de gens qui vont vous suivre pour accepter de venir avec vous. Donc si vous faites une escouade de gentils, vous aurez les rongeurs d'os, vous aurez peut-être un ou deux mecs paumés de la Camarilla et les cœurs célestes. Si vous jouez les méchants, vous aurez quand même pas mal de gens qui sont prêts à vous aider et qui sait qu'une alliance pourrait quand même se faire. Dans tous les cas, Samuel Hayes n'est pas tout seul. Il a amené avec lui des mercenaires, il a amené avec lui des skinwalkers, il a amené avec lui des mercenaires qui sont tous prêts à vous dézinguer la tronche. Donc c'est la méga baston générale. Et c'est là où Huitzilopochtli sort, le très 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 vieux Baali, et Huitzilopochtli n'en a rien à foutre de Samuel Hayes, il lui passe à côté. Il commence à faire open bar sur les villageois, ce qui est un peu bizarre parce que je me rappelle quand même que les Méthusalem sont censés ne pas pouvoir se nourrir sur des humains, mais bon, passons. Donc, il commence à dévorer et cruncher tout le monde. Vous pouvez essayer de le battre, bonne chance. Mais normalement, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, vous fightez Samuel Hayes, et il y a un effet bizarre, c'est que Samuel Hayes possède un bâton magique qui lui permet de faire de la contre-magie à la donjon.
qui le protège de tout, plus ou moins. Sauf que il y a un petit bug sur le bâton en question, qui est fait avec la branche d'arbre-monde des Verbena de la fondation, du livre des fondations, c'est qu'il peut faire la contre-magie contre une personne, mais pas contre deux personnes. Donc ça veut dire que si vous êtes deux attaqués magiquement, ou avec, je sais pas moi, des dons-garous ou autres, Samuel Elf, et ben le bâton commence à gonfler, et il explose, ce qui fait une nuke, donc il y a une espèce de bombe atomique magique sur un petit radius qui va pulvériser tout le monde. Alors vous avez vous avez intérêt à vous barrer vite fait, parce que sinon je crois que c'est 10d10 aggravé sur je sais pas combien de mètres. Et sortant là, Samuel Elf est capoute, il est pulvérisé, Udipochi il s'est barré, donc de toute façon il n'en a rien à foutre puisqu'il est méga mobile, il est sûrement allé rejoindre l'international des méchants, je sais pas où. Et tous ceux qui restent au Mexique disent comment on fait pour réparer un peu tout. Donc on vous donne des pistes pour vous dire la technocratie essaie de gommer les souvenirs de ceux qui ont vu du surnaturel. Peu à peu, les gens qui vivent dans l'Underbelly, donc l'endroit corrompu, se divisent parce qu'il n'y a plus la présence d'Udipochi pour les contrôler et les manipuler ensemble. Les Giovanni et les Samedi sont potes. Alors, je sais pas pourquoi, et ils décident de les pulvériser le sabbat. La Pentex, elle comprend pas trop ce qui se passe. Là, ça va être le marrant, c'est si vous jouez à un mec de la Pentex, donc c'est une organisation qui bosse pour le verre, mais c'est essentiellement une parodie de grosse entreprise. Et les gars doivent être là, genre, qu'est-ce qu'on a appris? Comme à la fin de Burn After Reading, qu'est-ce qu'on a appris? Rien, absolument rien. Voilà, et peut-être que Shaitan/Nergal reviendra pour nous jouer un mauvais tour. Et on finit avec un bel ABC, une belle table de stats de Shaitan/Nergal/ Udipochi, donc qui est un très 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 vieux vampire. Methusalem, c'est pas un antédiluvien techniquement, mais il a été embrassé durant la Seconde Cité par Ashur, donc c'est un esclave humain qui a été transformé en vampire par Ashur. Ashur techniquement, à ce stade-là, c'est subodoré que c'est Saulo. Et il a très rapidement maîtrisé les disciplines vampiriques, mais il était très jaloux de certains, notamment Gangrel. Et il a toujours senti qu'il était, par sa condition d'esclave, il était considéré comme un moins que rien. Donc il allait se balader, et il est tombé sur un Earthbound, donc un démon lié. Il y a quelques démons qui ont été invoqués il y a très 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 longtemps, au début de l'humanité, et liés à la Terre ou à un objet. Il est tombé sur Baal. Donc Baal, c'est l'un des très très gros Earthbound, il y en a 5. Et Baal lui a dit, mais t'inquiète mon petit pote, tu veux du pouvoir, il n'y a pas de souci, tu fais un deal avec moi, et tu auras tout le pouvoir que tu veux. Et c'est ainsi qu'il est devenu Shaitan, donc le fondateur des Baali, et qu'il a lui-même étreint des gens autour de lui pour créer une engeance qui aiderait Baal et qui ferait des sacrifices. Et l'idée principale, c'est que vous voyez qu'il ressemble plus vraiment à un vampire, mais il ressemble plus à concrètement, c'est un démon sous forme humaine, parce qu'il a fait tellement de pactes monstrueux qu'il a plus besoin il a quasiment plus d'aspect vampirique, ce serait que à part les crocs et éventuellement. Je pense que c'est pour ça qu'il dévore des humains. Il a plus d'humanité. Ce que j'aime beaucoup, c'est dérangement, obsession. Shaitan ressent le besoin de corrompre toute l'humanité pour Baal, mais évidemment, il a raison. Tout naturellement, il a raison. Donc il a 50 points de sang, c'est n'importe quoi. Toutes les disciplines que vous pouvez imaginer sous le soleil. Donc c'est vraiment une espèce de brute absolument infâme qui n'est pas fait évidemment pour être affronté. Sa seule faiblesse, c'est qu'il ne connaît pas les armes d'aujourd'hui, notamment les pistolets et tout, donc vous pouvez lui tirer des balles. Toutes les disciplines de résistance qu'il a, bonne chance. Et qu'il n'aime pas trop la vraie foi, donc bon, ça peut encore marcher, mais pas très longtemps. Et sinon, donc on a Samuel Harris, donc avec les gros stats, qu'est-ce qu'il est moche avec ses gros stats. Donc vous avez sa forme crinos, vous avez ses stats physiques. Donc il faut voir quand même que le mec, il a du physique, donc il a des gros stats, des gros attributs. Il a pas mal de compétences qui sont pas déconnantes. Background, il a 5 en alliés, 5 en avatar, 5 en fétiche, 5 en ressources, 4 en librairie. Je rappelle qu'à la base, il ne pouvait pas devenir magicien. Donc ça veut dire il y a un magicien qui a dit non, il n'aura jamais d'avatar. Donc a priori, je sais pas, l'avatar, il s'est matérialisé comme ça grâce aux objets magiques. Au niveau des sphères, c'est pas déconnant non plus, il a quand même des 2, des 3, des 4. Le bâton magique, il est complètement pété. Et il a quelques petites routines qui vont bien avec ça. Il peut faire de la thaumaturgie aussi, en tant qu'à faire. Bon, son histoire, je vous la refais pas, je vous l'ai faite en long, en large et en travers. Et on a quelques stats. Vous voulez les fameux golems de Petra, des stats pour les garous, pour les magiciens, pour les vampires. Et enfin, on a une partie sur les skin dancers, donc comme je disais, qui sont les gens qui ont dépecé des loups-garous pour
ajouter un petit peu d'historique par rapport à tout ça. J'en ai parlé un peu brièvement. Et alors ça, c'est marrant, c'est la première fois c'est l'une des premières fois avec Blood Moon Under a Blood Red Moon à Chicago, c'est l'envie et la tentative de créer des règles interjeux. Et c'est très difficile dès le début, ils vous disent on a essayé de faire des règles, mais c'est pas facile. On a fait au mieux. Et il y a des choses qui marchent pas forcément, que vous voudrez faire vous-même. Ce qui, à mon avis, la réflexion là, autant le bouquin, bon, c'est pas ouf. Mais il y a un vrai effort qui est fait pendant 3-4 pages de réfléchir comment est-ce qu'on peut faire pour faire jouer toutes ces voix ensemble. Et ils ont pas. Donc il y a des gros exemples, hein, c'est compliqué, où ils disent qu'est-ce qui se passe quand un Nosferatu se rend invisible? Est-ce qu'il peut être détecté par un loup-garou? Oui, par sentir le verre, mais jusqu'à une certaine distance. Enfin, c'est pas mal, c'est vraiment. Il y a un effort, mais c'est plus une question de game design que vraiment une question de scénario ou un supplément sur le bouquin. C'est une vraie réflexion. Il y a une vraie réflexion qui est pas mauvaise, qui essaye de couvrir certains sujets, mais on ne peut pas tout couvrir. Donc c'est un exercice qui est très casse-gueule, hein, où on donne un petit peu comment est-ce que vous pouvez briser le lien de sang, notamment avec les mages, et on finit avec encore des petits rituels. On a une carte quand même qui nous est donnée pour essayer pour se battre dans le final. Petit teasing sur Wraith. Et on a fini, donc encore un grand merci à Frédéric qui m'a prêté le livre, mais ouais, c'est probablement le pire. Enfin, c'est pas le pire supplément dans le sens où il y a certains suppléments qui, moi, de manière subjective, je peux trouver complètement atroces. Par exemple, un catalogue d'automaturgie, c'est nul à chier. Red Sign, le fameux signe rouge, qui est un des derniers suppléments, est aussi une purge. Mais là, le truc, c'est que... Alors, ça dépend à qui vous demandez. C'est-à-dire que, d'après Phil Brucato, Samuel Heath, ce personnage-là, qui est quand même vendu comme le ultimate badass. Il y a quand même une publicité pour White Wolf que vous pouvez trouver sur internet où c'est marqué « Rencontrez le badass ultime ». Il est ghoul, garou, magicien et il s'appelle Samuel Heath, uniquement dans le monde des ténèbres. Donc d'après Phil Brucato, Samuel Heath a toujours été conçu comme une blague et une parodie. Ce que j'ai du mal à croire, j'ai quand même du mal à croire. Parce que même si elle est devenue, et je pense que c'est plutôt ça que Phil Brucato embrasse, c'est cette idée que, oui, il est devenu une blague, parce que ça a toujours été un peu une blague. Mais il y avait vraiment un effort de trouver un lien pour créer des crossovers entre les différents bouquins. C'est pas pour rien s'il est dans Valkenberg, Fondation, s'il est dans le livre des Fondations pour les mages, s'il est dans la Nouvelle-Orléans de nuit. C'est parce qu'il y avait, à mon avis, une vraie volonté de trouver un magicien, un antagoniste récurrent façon Inspecteur Gadget, quoi, ou Murdoch dans MacGyver, qui reviendrait et qu'à chaque fois il serait plus puissant et on verrait ce qu'on verrait. Dans les faits, c'est atroce, le scénario est pas bien, et ce qui est horrible, c'est que les quelques bribes d'informations intéressantes sur les Balis, sur Galbraith, sur le Sabbat, sont perdus dans un marasme de bourrinitude avec la grande alliance des méchants qui vivent tous sur Mexico, la présence de toutes les factions possibles dans la ville, c'est très compliqué. Il y a des trucs what the fuck, le passage à Petra, on se dit mais qu'est-ce que ça vient foutre là, ça sert à rien, tout ça parce que j'ai raté mon jet de perception. C'est un véritable cauchemar, et la fin, le grand final débile où le méchant sort de sa tombe, mais de toute façon il y a les stats, mais pour le tuer bonne chance, il va se barrer. Et Samuel Heath qui de toute façon explose avec son bâton. On se dit mais qu'est-ce qu'on a été foutre là, quoi. Donc un bon maître du jeu pourra faire quelque chose, il y a vraiment un gros travail à faire. Il est évident que créer une intrigue crossover durant la fête des morts, avec le retour des fantômes, avec potentiellement le réveil d'un ancien vampire précolombien peut être très intéressant, excellent, et je suis sûr qu'il y a des maîtres du jeu qui l'ont fait, et c'est super. Mais quand on lit ça, quand on se farcit ce bouquin, on a le droit de reconsidérer l'intérêt d'une telle initiative et on se dit qu'on serait peut-être mieux en train de jouer à un jeu vidéo ou faire autre chose. Et peut-être pas jouer au monde des ténèbres parce que ça, en plus, à mon humble avis, ça cadre le monde des ténèbres dans une perspective qui est la baston, l'explosion, il n'y a aucune enquête, il n'y a que dalle, enfin l'enquête elle est inexistante, c'est juste aller d'un point A à un point B, et je me mets à regretter énormément Under a Blood Red Moon pour Vampire la Mascarade et Garou, que je trouvais quand même infiniment mieux, infiniment plus intéressant, plus réfléchi, alors que là
On est juste là pour tuer Samuel Hayes qui va mourir de toute façon, et on sent que c'est un peu une façon honteuse aussi pour Whitehall de le mettre sous le tapis, sachant que si vous êtes des experts du monde des ténèbres, vous n'êtes pas sans savoir que Samuel Hayes réapparaît après sous forme de fantôme, et que finalement, trop c'est trop, et qu'il est pulvérisé par les forces en présence, et il finit sous la forme de cendrier en gauze, donc en ectoplasme, sur le bureau d'un membre de l'autorité, donc c'est les gens qui dirigent de la Stygie dans le monde des fantômes, et dans un des bouquins, il me semble que c'est dans le bouquin de GN, bouquin de la fin des temps, il y a un personnage qui va dans le monde des morts, et il tombe sur un cendrier avec les initiales SH. Malheureusement, Samuel Hayes reviendra dans la V20. Il y a un scénario qui s'appelle Skinner pour Loup-garou de l'Apocalypse, où on vous propose de réincarner carrément Samuel Hayes, que je ne vous conseille pas, évidemment. Voilà, donc fin de saison pour moi. Je reviendrai en septembre. Normalement, on est à la moitié à peu près. On est à peu près à la moitié de toute la gamme. Il reste en gros... Sur la V2, il nous reste quelques clans de book, donc on a fait la moitié des clans de book, je pense. On aura le début de Giovanni Chronicles, on aura le début des Chroniques Transylvaniennes, et sinon, on a encore quelques on commence à arriver sur les suppléments qui sont vraiment très chiadés de la V2. Je pense notamment à Ghoul Fatal Addiction, qui est un super supplément sur les ghouls. Pas mal de trucs qui sont pas déconnants, et ça te permet vraiment de finir très très bien la gamme avant d'attaquer la Revise. À mon avis, on attaquera la Revise à Noël. Mais la Revise est un peu plus courte, je crois. C'est la V2, c'est là où il y a le plus de suppléments. La Revise, ça doit être équivalent, mais il y en a un peu moins, parce qu'il y a beaucoup d'éditions collector ou de trucs qui sont pas intéressants que je n'ai pas traités. Donc sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juillet, un excellent mois d'août, et on se revoit très bientôt. Allez, salut!